Voilà, donc j'ai le plaisir, au nom de l'ensemble du bureau du RIFT, je saluerai mes collègues ici présents, de vous accueillir pour cette toute première conférence d'un cycle de conférences qui va s'étaler sur toute l'année 2019 et empiéter sur l'année 2020 aussi. Ce cycle de conférences, on a voulu le dédier à une thématique qui est, somme toute, assez commune en cette année-ci. C'est l'année la thématique des mutations du travail. Alors effectivement, cette thématique des mutations du travail, elle interpelle pas mal d'acteurs dans pas mal de secteurs d'activité, sous des angles différents. L'angle qu'on veut lui donner aujourd'hui, et pour vous qui êtes ici présents, je pense qu'on peut encore laisser ouvert tant que les personnes... Vous m'entendez bien? Oui? Avec le micro, c'est mieux, mais parce qu'on va devoir s'échanger le micro aussi. Alors, oui, je vais fonctionner comme ça. Donc voilà, cette thématique des mutations du travail, évidemment, elle n'est pas anodine en cette année-ci. On fête les 100 ans du Bureau international du travail. Ici à Genève, c'est quand même l'événement, un des grands événements de cette année 2019. Un des axes, une des priorités, parmi les 17 priorités pour faire du travail un travail décent et pour contribuer au développement durable, un des axes essentiels, ne l'oublions pas, c'est l'éducation de qualité pour tous tout au long de la vie. C'est un des axes, une des priorités d'action aussi du Bureau international du travail. Ce qu'on veut dans ce cycle de conférences-ci, c'est bien sûr explorer les mutations du travail, mais surtout les explorer en posant la question de ce en quoi elles modifient, elles interpellent les formateurs d'adultes et intervenants dans les organisations, ici présents, et les pratiques qui sont les nôtres aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle. Ça, vous le savez peut-être un peu moins, mais jeudi et vendredi dernier avaient lieu à Paris 2 journées d'études pour l'édition, pour les 50 ans en fait, de cette revue qui a été une revue phare, qui est toujours une revue phare dans le domaine de l'éducation permanente, la revue Éducation permanente, fondée en 1969 par Bertrand Schwartz, un des grands défenseurs de l'éducation permanente, qui a largement œuvré pour développer la formation professionnelle des adultes en France, avec toute la philosophie qui va avec. Ce n'est pas seulement des programmes de formation, c'est aussi une philosophie d'action qui est portée par ce courant-là. Eh bien, cette revue fêtait ses 50 ans. Le numéro vient de sortir, le double numéro à l'hommage de cette revue. Alors, ce qu'on veut faire ici avec vous, c'est vraiment croiser ces deux dimensions-là, éducation permanente, mutation du travail. En quoi est-ce que nos pratiques de formation peuvent contribuer à accompagner ces mutations du travail? En quoi est-ce qu'aussi elles peuvent peut-être les rendre plus soutenables pour les individus qui sont concernés? C'est ce que nous allons faire tout au long de ce cycle. C'est un cycle qui a été conçu depuis maintenant sur lequel le bureau du RIFT a travaillé de façon concomitante. Donc j'en profite aussi pour saluer toutes les personnes qui au bureau du RIFT ont contribué à la construction de ce cycle. Vanessa Remery qui est là, Annie Goudot, Edith Campos, Alain Girardin qui est là aussi, Marie-Vonne Chamillot qui je pense est dans la défense de thèse qui a lieu à côté. Voilà, donc qui nous rejoindra peut-être un peu plus tard. Simon Flandin qui a rejoint le bureau aussi plus récemment, qui a dû partir. Voilà. Et ce cycle, vous êtes là aujourd'hui présent pour la conférence d'ouverture qui fournira un panorama un peu plus large des mutations du travail et posera déjà quelques balises sur les incidences que ça peut avoir en matière de formation des adultes. Et puis on explorera dans les prochaines conférences un axe particulier de chacune de ces mutations. Donc, la prochaine conférence, celle du 12 novembre, on s'interrogera sur l'évolution des modèles d'organisation du travail qui évoluent vers des organisations de plus en plus flexibles, voire de plus en plus réflexibles. Et c'est là qu'on aura le plaisir d'accueillir Christian Dutertre. La conférence suivante, celle du 3 décembre, portera sur la question de la digitalisation et de la numérisation des activités de formation, en particulier dans le secteur hospitalier, avec pour orateur notre vice-recteur Antoine Geisbuller. Au printemps, on abordera la question de la flexibilité de l'emploi et de l'incidence que ça peut avoir sur les carrières, en particulier sur la déstandardisation des parcours professionnels pour les personnes. Ça aussi, ça crée de nouveaux rôles pour les formateurs d'adultes. On interrogera au mois de mai la question de la transformation même de la fonction ressources humaines dans les organisations, la façon dont la gestion des ressources humaines s'opère aujourd'hui dans les organisations. Là aussi, il y a des évolutions assez notables qui interpellent notamment la fonction formation.
Et puis à l'automne prochain, on se retrouvera pour discuter de ces compétences au bonheur. Le bonheur au travail est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que la formation a un rôle à jouer dans ces questions-là? Et puis on vous préparera un événement de clôture pour terminer l'année 2020. Alors aujourd'hui, cette conférence d'ouverture l'enjeu, c'est vraiment de dresser un panorama de... Le sujet est large, donc de plusieurs facettes de ces mutations du travail. Et pour ce faire, on a vraiment le grand plaisir d'avoir une invitée, je vais dire, de haute qualité pour aborder cette thématique, qui est Patricia Vendramin. Elle est docteure en sociologie du travail. Elle est professeure à l'Université catholique de Louvain, où elle assure pour le moment la direction de la faculté ouverte en sciences politiques, économiques et sociales. C'est une faculté ouverte pour adultes qui a été créée à l'UCL en 1975, donc vraiment les années 70, et dans une philosophie d'éducation permanente, puisque l'objectif, c'était vraiment de pouvoir donner accès à des diplômes universitaires à des personnes qui étaient en dehors des parcours classiques, qui n'avaient au départ pas accès du tout, donc vraiment dans une logique de promotion sociale, dans une logique aussi de préparation des acteurs qui géraient la société. On rappelait encore là tantôt que le public initial de ce programme-là, c'était essentiellement les acteurs syndicaux du monde syndical belge qui venaient se former aux enjeux économiques, sociaux, politiques qui traversaient la Belgique à ce moment-là. Ce programme existe toujours et continue à être extrêmement formateur pour toutes des générations d'intervenants dans le monde social, dans le monde politique, dans le monde syndical, dans le monde associatif. Voilà. Alors Patricia, elle a travaillé pendant longtemps, très longtemps, comme chercheuse à la Fondation Travail Universitaire. Elle était des deux têtes à penser, je vais dire, de la Fondation Travail Universitaire en Belgique, et menant depuis toutes ces années des travaux. À ce titre, elle a été vraiment une observatrice privilégiée des transformations du monde du travail et de l'emploi. Ses premiers travaux portaient sur la thématique déjà de la flexibilité du travail et des nouvelles formes de travail qu'on disait à l'époque atypiques, qui aujourd'hui ont pris des proportions insoupçonnées. Elle va nous en parler. Elle a interrogé aussi la question des transformations technologiques. En quoi est-ce que les évolutions technologiques avaient une incidence sur ce travail, explorant par exemple le travail virtuel, explorant aussi en quoi la digitalisation contribue à flexibiliser encore davantage le marché du travail. Elle a interrogé aussi plus récemment la question des travailleurs plus âgés, avec l'allongement de la durée des carrières, le vieillissement de la population. Se pose la question de faire coexister au travail plusieurs générations et surtout de maintenir au travail et dans des conditions de travail soutenables des personnes jusqu'à 65 ans en Suisse, 67 ans en Belgique et un temps de travail qui s'allonge dans tous les pays européens. Alors, je ne peux pas vous faire la liste de tous ces travaux et ces publications. Dans les titres récents que j'ai pointés, il y en a qui valent quand même la peine. Notamment, elle a publié tout récemment, en 2019, avec Gérard Valenduc, un article intitulé « La fin du travail n'est pas pour demain ». Donc voilà. En 2017, le travail est-il devenu insoutenable avec Thomas Périlleux, et il y en a bien d'autres encore, des titres évocateurs pour vous donner une idée de sa pensée sur le travail. Je pense que la publication peut-être la plus connue, c'est l'ouvrage qu'elle a publié en 2013 avec Patricia Vendramin, Réinventer le travail. Avec Dominique Méda, Réinventer le travail, où elle repartait de données d'études quantitatives et qualitatives menées à l'échelle européenne pour montrer comment les aspirations au travail, le rapport au travail a évolué, en particulier au fil des générations. Et puis alors tout récemment, il y a un ouvrage qui a été publié ici à Genève pour les 100 ans du Bureau international du travail, qui passe en revue un peu l'agenda des défis, des chantiers, des évolutions dans les différents continents et les différentes parties de la planète. Et pour l'évolution des conditions de travail en Europe, le chapitre a été coécrit par Patricia et une collègue. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole. Mon rôle, ce sera d'intervenir de temps en temps pour soulever les questions, pour pointer quelques questions que ces mutations du travail soulèvent en matière de formation des adultes. Eh bien, bonjour à tous. Merci Nathalie. J'espère être à la hauteur de la publicité que tu m'as faite. Voilà. Et donc, voilà.
On va faire une présentation à 2 voix. Donc moi, je vais vous présenter, faire 3 focus sur les transformations du travail. Et Nathalie fera à ce moment-là, entre chaque focus, relèvera une série de points donc, qui sont interpellants pour la formation continue, la formation permanente. Le premier point dont je voudrais parler avec vous, il est un peu incontournable, hein, c'est la digitalisation de l'économie ou la numérisation. Hein, ça veut dire la même chose, c'est des effets de traduction du français vers l'anglais qui font qu'on utilise un terme ou l'autre. Le deuxième élément, ce sont les nouvelles formes d'emploi. Et le troisième, les dimensions générationnelles. Donc le rapport au travail, les dimensions générationnelles. Et en ouvrant des portes chaque fois sur les enjeux que ça représente en termes d'acquisition de compétences, de formation des adultes enfin ça ce sera plus le champ de Nathalie, mais d'évolution des qualifications et des emplois. Alors le premier point, la digitalisation de l'économie. Chaque fois, je pense que vous aurez accès aux slides. Je vous ai mis quelques publications avec des liens sur des publications en accès open source, donc ça vous permettra de compléter l'information. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de numérisation de l'économie? Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais c'est en fait la convergence de changements technologiques plus ou moins nouveaux. Et je vois que j'en ai oublié un dans mes petits dessins, mais je le citerai aussi. C'est à la fois le cloud, hein, l'informatique dans les nuages, donc la possibilité d'avoir accès à des systèmes, à des applications à distance, hein, qui sont localisées quelque part dans le cloud, ce qui permet, en termes de travail, hein, donc ce qui nous intéresse ici, c'est les impacts que ça a sur le travail, mais ça veut dire que ça accroît des tendances qui existaient déjà en termes de délocalisation, d'externalisation, de travail à distance, et ce que ça signifie aussi en termes de compétences nécessaires pour pouvoir travailler à distance, faire du travail collaboratif à distance, gérer la communication, etc. Deuxième convergence, ce sont le big data, les données massives, c'est-à-dire toute la collection, hein, le développement de la capacité de calcul des algorithmes, etc., ont permis, donc la puissance des calculateurs, de pouvoir faire quelque chose de cette quantité d'informations que l'on parvient maintenant à travers tous les actes que l'on fait dans la vie professionnelle, la vie quotidienne, quand on se déplace, quand on fait un achat, quand on like quelque chose. Donc on produit des données qui sont utilisées, et ça, en termes de travail, ça veut dire que ça permet aussi, hein, ces données collectées, ça permet d'accroître, hein, ce qui existait déjà, mais ça augmente les performances, le contrôle et la surveillance du travail, le traçage des activités, hein, la traçabilité des activités dans la vie professionnelle. Donc ces données massives donc, permettent de les collecter, hein, de collecter aussi à travers des vêtements connectés des paramètres de santé dans l'exercice de l'activité. Un autre changement technologique qui n'est pas vraiment nouveau, mais c'est la convergence, hein, la mise ensemble de ces différents progrès accélérés et significatifs dans ces champs-là. Donc c'est la géolocalisation. Et la géolocalisation, ce qui est neuf, donc voilà, ça permet la planification, effectivement, le contrôle, le traçage des tâches. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'interconnexion avec d'autres technologies, avec les applications mobiles, avec les objets connectés, avec le big data. Donc cette géolocalisation connectée à ces ensembles de développement aussi, hein. Les objets connectés, l'Internet des objets qui n'est pas sur mes petits dessins, ce sont les protocoles de communication entre objets qui sont équipés, la voiture autonome, hein, sans conducteur, mais c'est l'exemple type d'un objet connecté. Donc, ce sont des capteurs, des senseurs qui communiquent avec d'autres objets, qui donnent des instructions à la voiture pour savoir comment elle doit circuler, si elle doit s'arrêter, etc. Ce n'est pas un humain qui la pilote, c'est des objets dans la maintenance industrielle, dans toute une série de choses, dans la domotique, hein, quand
des capteurs qui vont mesurer si le chauffage a il y a suffisamment de degrés dans votre domicile, sinon on va envoyer un ordre à la chaudière pour redémarrer, etc. Donc c'est la connexion de l'ensemble. Ce sont les applications mobiles aussi, qui représentent ce qu'on appelle l'informatique pervasive, ça veut dire qui est omniprésente. Les applications, vous avez, je pense, presque tous des smartphones avec des tas d'applications, et donc qui sont omniprésents dans les environnements professionnels et privés et qui génèrent aussi toute une série de données. Et ensuite, donc, les machines apprenantes et les robots, donc c'est les robots, l'intelligence artificielle, ce sont des machines apprenantes. Elles sont entraînées en fait par les humains à développer ce qu'on appelle leur intelligence, et qui en fait sont pas neuves, mais qui ont qui ont connu des seuils aussi significatifs de développement, et pour lesquels les enjeux, ça reste toujours de sortir de l'expérimentation pour être vraiment dans des applications professionnelles ou industrielles, parce que parfois il y a des nouvelles machines qui nécessitent de changer complètement tout un système de production, et donc il faut aussi qu'elles trouvent leur place dans des environnements existants. Alors, par rapport à cette conjonction de changement technologique, vous avez sûrement ici entendu parler en Suisse de toutes ces études qui ont été faites, un peu alarmistes en termes d'emploi, en disant que ces changements technologiques allaient finalement supprimer quasi un emploi sur deux. C'est les premiers travaux qui ont été faits par deux chercheurs anglais, Frey et Osborne, dont les conclusions étaient entre 45 et 50% d'emplois vont disparaître d'ici 15 ou 20 ans. Maintenant, on a vu, donc ça c'était les premières extrapolations. Après, il y a eu toute une série d'autres études qui ont été faites. Et là, je vous montre un tableau que vous ne savez pas lire, et je le sais bien, mais c'est pour vous expliquer donc, que cette étude-là, elle a été faite selon une certaine méthodologie. On a interrogé des experts en intelligence artificielle et en robotique pour les questionner sur leur vision des tâches substituables. Et donc, la manière d'estimer les emplois qui allaient disparaître, c'était l'avis de ces experts, plus, si vous voulez, associé à des goulots d'étranglement que voyaient les experts, que voyaient les chercheurs, donc par rapport à cette possibilité de dire cette substitution, elle se fera, sauf dans les métiers où il y a au moins un des goulots d'étranglement, et ces goulots d'étranglement étaient liés à différents éléments, dont si vous voulez, la teneur en capacité relationnelle dans les métiers, ou de créativité, ou de gestion dans des espaces physiques confinés, et moins en informatique industrielle, où on sait moins faire intervenir des robots. Donc ça pouvait constituer des goulots d'étranglement qui font que les métiers ne vont pas disparaître. Et puis on a vu toute une série d'autres études qui se sont faites, et finalement les extrapolations, elles vont entre 6% d'emplois qui risquent de disparaître d'ici un horizon de 15-20 ans, ou 50%. Et c'est lié à la manière dont on fait les calculs, sur quoi on s'appuie pour faire les calculs. Et ce tableau-là, vous aurez un accès dans justement l'article « La fin du travail n'est pas pour demain », montre que d'autres auteurs, certains auteurs ont questionné des avis d'experts, d'autres se sont basés sur
des listes de capacités critiques que l'on retrouve dans les métiers. D'autres se sont basés sur des avis d'experts en orientation et formation professionnelle. Certains ciblaient les métiers, d'autres les emplois, d'autres les activités de travail. Donc selon les angles que l'on choisit, on arrive à des conclusions tout à fait différentes. Je vous dirais juste peut-être un mot sur une étude de l'OCDE qui est de 2018, qui, elle, dans ses conclusions, pointait en fait que, donc arrivait à des estimations beaucoup plus basses, effectivement, que ce qui était fait dans cette étude alarmiste, et pointait que les emplois les plus exposés à la substitution par des machines, c'était ceux où les travailleurs ont le moins accès à la formation professionnelle. Donc c'est un élément important. Et qu'en termes d'emploi, finalement, on avait vu dans les vagues technologiques précédentes une polarisation avec un effet, si vous voulez, positif pour les métiers les plus qualifiés et pour les moins qualifiés en termes d'emploi. Je ne parle pas en termes de conditions de travail hautes, mais qu'il y avait eu un effet plus positif sur le volume d'emploi aux deux extrêmes des qualifications, au détriment des catégories intermédiaires, et qu'avec la vague de digitalisation actuelle, ils émettaient l'hypothèse qu'elle pourrait être plus favorable aux qualifications intermédiaires, où il y a des profils diversifiés et des mixtes de tâches à la fois relationnelles, organisationnelles et émotionnelles qui ont augmenté parce qu'il y a déjà eu une informatisation intensive de toute une série d'autres tâches. Et donc, voilà. Ceci, pas pour rentrer dans le détail, mais pour dire que dans ces estimations alarmistes, on les avait eues. Bon, moi j'ai commencé, je crois que la première publication que j'ai faite au début de ma carrière, je crois que c'était en 88, c'était sur le télétravail, donc ça date, et un sujet pendant toutes ces années, le changement technologique et les transformations du travail ont fait partie de mes champs de recherche. Et si on fait un regard en arrière, si on tire un peu les leçons du passé, on voit qu'on a eu aussi des périodes d'innovation clés, peut-être moins rapides que celles qu'on connaît aujourd'hui, mais des périodes d'innovation importantes, avec des périodes d'emballement et d'incertitude. Et je citais ici donc l'automatisation des années 80, qui a eu un impact important sur l'emploi dans l'industrie. Dans les années 90, c'est l'informatique de bureau, la micro-informatique qui envahit dans les bureaux et pour laquelle on prédisait en fait un effondrement de l'emploi de bureau, des staffs administratifs, etc. L'Internet au début des années 2000, vous avez à l'échelle de tous les États et à l'échelle européenne, il y a eu des politiques très volontaristes de promotion de la e-santé, du e-gouvernement, de la e-formation, etc. Donc l'idée de développer toute une série de services en ligne dans tous les domaines de la vie. Maintenant, le big data, l'intelligence artificielle. Et le bilan que l'on fait donc, des années antérieures, c'est que les prévisions... Il y a toujours eu des erreurs sur les prévisions en termes de volume d'emploi. On a chaque fois prédit donc des diminutions massives d'emplois qui ne se sont pas présentées. Par contre, ce qu'on a observé, c'est des déplacements, donc des emplois qui disparaissaient à certains endroits, qui se créaient à d'autres, et des transformations des compétences et des qualifications, ça de manière significative. Et donc, ce n'est pas tant le volume de l'emploi qui doit nous interpeller, c'est plutôt l'anticipation de la transformation des compétences et des qualifications qui seront nécessaires dans des environnements numérisés. Et donc, avec des nouvelles frontières entre l'homme et la machine, entre ce que fait la machine et ce que fait l'homme, et donc avec notamment une codification des connaissances tacites, grâce au progrès des connaissances tacites, grâce au progrès de l'intelligence artificielle, des possibilités croissantes d'informatisation de tâches non routinières, cognitives ou manuelles, plus sophistiquées, qui échappaient jusqu'ici à l'informatisation, mais maintenant donc des tâches cognitives, de diagnostic, d'analyse d'erreurs, d'inspection, de surveillance,
génération de textes standardisés, produire des articles, faire produire des articles par des robots, des définitions de procédures, donc toutes des tâches cognitives ou manuelles de maintenance d'installation, de logistique, donc qui sont plus ouvertes. Et donc un gros chantier de recherche, c'est plutôt de réfléchir à l'idée de comment travailler, comment reformer les individus, redéfinir les compétences, redéfinir les tâches, avec des frontières différentes entre ce que fait l'humain et ce que fait la machine. Et donc, c'est bien l'idée d'apprendre à travailler avec une nouvelle génération de technologies digitales, d'analyser les avantages comparatifs des humains sur les machines intelligentes et de mieux les mettre en valeur dans le travail. Ce que font déjà les personnes dans leur activité. Les chercheurs de l'OCDE qui ont travaillé donc dans leur estimation de l'emploi à partir des activités donc à l'intérieur des métiers constatent aussi que les individus et différentes études qui ont été faites aussi dans le petit tableau que je vous ai montré se centrent aussi sur les compétences et la manière dont les individus décrivent leur activité, et on voit qu'ils redéfinissent aussi des champs de compétences différents par rapport à ce qui est informatisé. Et il y a des choses que les humains continueront à faire mieux que les machines, et que les machines arriveront à faire. C'est la capacité de penser et de générer des idées nouvelles. La créativité, c'est une compétence humaine, la créativité technique, organisationnelle, relationnelle, sociale, ça, elle est propre à l'intervention humaine dans le travail. La capacité de traduire les idées et la créativité en innovation, y compris les innovations sociales, pas seulement les innovations techniques, la capacité de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies. Donc ça reste dans le périmètre où l'avantage comparatif va à l'humain dans le travail. Une grande question aussi, ça concerne ce qu'on appelle la littératie numérique ou les compétences digitales. Et là, donc il y a aussi en matière donc de formation pour s'adapter aux nouveaux métiers, donc il y a des champs importants à travailler. Et les compétences digitales, elles ne se limitent pas évidemment aux compétences techniques. C'est pas seulement utiliser le matériel, pouvoir naviguer, gérer des bugs ou s'adapter à des nouvelles versions d'applications ou mettre à jour des choses. C'est aussi toute une série. Ici, j'ai repris une définition des compétences digitales de Van Laar et ses collègues, mais il y en a d'autres aussi, mais qui mettent en avant la diversité de choses, de compétences que ça représente, de travailler avec des technologies de l'information et de la communication. La gestion de l'information, ça veut dire savoir rechercher des infos, les sélectionner, les organiser en fonction d'une tâche, d'un objectif précis, évaluer leur fiabilité. La communication, savoir utiliser les technologies pour communiquer de manière adéquate dans des situations particulières, pouvoir transmettre l'information nécessaire. La collaboration, c'est apprendre à travailler à distance avec des technologies, collaborer avec du présentiel et du virtuel, se développer des réseaux, comment développer ces réseaux professionnels aussi. La créativité, c'est pouvoir générer des idées nouvelles à partir de l'information disponible et la résolution de problèmes, apprendre aussi grâce aux technologies à gérer des situations non routinières, des situations problématiques. Et donc ici, on est bien face à la digitalisation, donc c'est moins une menace sur l'emploi qu'une porte ouverte, un champ important dans l'adaptation des compétences. Et là, la formation des adultes va avoir un rôle très important dans l'avenir parce que des adultes en activité aujourd'hui devront s'adapter à la transformation de leur métier et de leurs activités, parce qu'un métier est fait d'activités différentes et hétérogènes.
Et donc les éléments clés, changement dans les tâches, les qualifications, l'organisation, la relation d'emploi, et puis un autre sujet, mais que je développerai après, sur le développement de nouvelles et de quasi-nouvelles formes de travail. Il manque un mot ici. Voilà. Alors déjà à ce stade, je pense que ce premier axe qui identifie quelques mutations dans le monde du travail soulève plusieurs questions pour la formation des adultes. Je les pose ici, on pourra y revenir après dans la discussion, mais le premier axe la première question que je voudrais soulever, c'est celle de l'impact que ça peut avoir sur les contenus même de formation, ce à quoi on forme les personnes. Manifestement, il y a des compétences qui sont en train de monter en puissance, qui acquièrent de plus en plus de valeur sur le marché du travail. On les a cités, digital skills, les compétences numériques, la littératie numérique. Aujourd'hui, on ne parle plus d'analphabète au sens strict, on parle d'analphabète numérique pour décrire ceux qui seraient malhabiles à utiliser toute cette technologie nouvelle. On a évoqué aussi déjà toute une série de compétences qu'on considère comme non digitalisables, qui ne peuvent pas être remplacées par un robot ou un cobot ou que sais-je. Avec quelques mots-clés qui permettent de profiler ces compétences. On pense à des mots-clés comme relation, émotion, adaptation, création, donc ce qui fait finalement des qualités strictement humaines. Par contre, pensons à nos cursus de formation professionnelle qui sont quand même encore très largement, qui prennent très largement appui sur toute une série de routines, de savoir-faire métier, de procédures relativement standards, de connaissances procédurales qui peuvent parfois être extrêmement élaborées. On a parlé des capacités diagnostiques des médecins. Bien, vous avez sans doute entendu parler du fameux ordinateur Watson qui, à partir du moment où on l'alimente en paramètres médicaux, est capable, avec beaucoup plus de fiabilité qu'un médecin, de poser un diagnostic de cancer, par exemple. Donc, même des compétences procédurales extrêmement élaborées, comme paraissent aujourd'hui ne pas nécessairement pouvoir échapper à cette vague de digitalisation. Donc ça pose quand même des questions de fond sur la façon dont on conçoit les cursus de formation et sur la place qu'on donne à ces savoirs métiers parfois extrêmement pointus dans le développement des cursus de formation. Pendant des années, on a cru que pétrir le pain, c'était quelque chose qui était qui avait là un savoir-faire qui était non mécanisable. Et puis aujourd'hui, ce sont effectivement des machines qui pétrissent le pain. Deuxième élément que je voulais aborder, c'est la transformation des métiers. Manifestement, les métiers disparaissent, les métiers évoluent, changent, de nouveaux métiers apparaissent. Et le défi des formateurs d'adultes, c'est évidemment d'accompagner les jeunes et puis les adultes tout au long de leur carrière à cette transformation des métiers. Et là, finalement, deux scénarios possibles, ou un équilibre à trouver entre deux scénarios possibles, soit une centration sur les métiers en tant que tels. On va préparer les employés aux activités du futur dans une logique d'anticipation où il s'agit de pouvoir analyser les besoins, construire les référentiels de compétences, construire une offre de formation qui permette de répondre à ces référentiels de compétences, etc. Une ingénierie assez classique, aussi assez lourde et parfois lente à mettre en place, avec le risque que cette ingénierie, que ces curriculums de formation soient toujours pour partie en décalage par rapport aux évolutions des métiers. Et puis une autre option possible ou complémentaire, celle de finalement se centrer davantage sur les travailleurs du futur, de préparer des personnes, de travailler autant, je dirais, le sport auquel on les prépare que leur aptitude physique générale, si on peut prendre une analogie comme celle-là, de préparer des personnes qui soient suffisamment adaptable, autonome, proactive, capable à apprendre par elle-même, résiliente, et tout ce discours qu'on entend aujourd'hui qui permettrait d'avoir des travailleurs eux-mêmes plus souples, ayant plus facile à s'adapter par eux-mêmes aux mutations du travail. Ça suppose évidemment une toute autre approche en matière de formation qui accompagne davantage l'individu dans des parcours beaucoup plus individualisés, des formes de soutien plus individualisées aussi, voire des parcours sur mesure dans lesquels les personnes piloteraient elles-mêmes leur trajet de formation. Troisième défi, je pense qu'il ne faut pas négliger la façon dont ces innovations technologiques viennent transformer fondamentalement les organisations du travail. Ce n'est pas seulement les métiers qui sont transformés, c'est la façon de structurer l'activité au sein des collectifs de travail, c'est la façon de se coordonner, on pense notamment aux nouvelles technologies, on communique par mail plutôt que de communiquer de visu ou par...
c'est pas nouveau comme idée et en même temps ça tend à se perdre aujourd'hui. Ces transformations techniques ont immanquablement aussi des incidences sur les équilibres sociaux, sur les collectifs de travail. Je pense que ça aussi, c'est un sacré challenge pour les formateurs et intervenants dans les organisations que de pouvoir accompagner ces transformations techniques sous l'angle socio-technique, en disant voilà, le système est affecté par ces transformations techniques, c'est pas seulement le système technique, c'est aussi le système social. Et si on veut que humains et techniques cohabitent et travaillent ensemble, je dirais, hein, puisqu'on disait robots et hommes travaillent ensemble de manière harmonieuse. Je crois qu'il faut accompagner les collectifs de travail dans la recherche de nouveaux équilibres. Les méthodes, elles sont connues depuis longtemps. C'est des méthodes fondamentalement participatives, permettant de retrouver ces nouveaux équilibres socio-techniques. Et alors enfin, le dernier défi que je voudrais pointer, et on pourra après vous entendre sur le sujet, c'est mais finalement le formateur lui-même ne va-t-il pas être digitalisé dans cette transformation digitale? On peut imaginer, et pour partie on le voit, hein, on l'expérimente au quotidien, qu'une partie des activités de formation soit en fait substituée par des supports digitalisés. C'est ce qu'on fait déjà tous les jours quand on va voir des tutoriels sur Internet pour apprendre telle ou telle technique particulière. On va plus se former dans un cours de cuisine. On apprend la cuisine aujourd'hui en suivant des tutoriels sur Internet, largement pour partie. Les formations en ligne, on pense aussi, on parlait de ces assistants, de ces biocapteurs, etc. Ben vous avez aujourd'hui, le coach sportif peut être remplacé tout à fait, sans doute pas, mais cela se pose la question de ce qui reste fondamentalement humain dans l'affaire, mais le coach sportif est pour partie aujourd'hui remplacé, pour une partie d'entre nous, par des applications digitales qui vous conçoivent un programme d'entraînement, vous suivent, vous félicitent, vous encouragent, etc., etc. Donc, premier scénario possible pour l'évolution du métier de formateur lui-même, une partie du métier peut être substituée par ces technologies digitales. Deuxième évolution, le formateur est finalement pourrait devenir le premier concepteur de ces environnements numériques d'apprentissage. Donc il y a là un nouveau métier, après ingénieur de formation, ingénieur d'environnement numérique de formation qui est en train de se construire. Et alors, dernier métier nouveau qui peut émerger dans ce cadre-là, c'est que toutes ces opérations de formation, de communication, etc., à distance, ne peuvent pas se passer d'un minimum de médiation. Donc on voit apparaître aussi un rôle de médiateur qui prend une importance essentielle pour que ces formations digitalisées prennent vie et portent leurs fruits. Des médiateurs qu'on appelle des tuteurs en ligne, des animateurs de communautés virtuelles, des facilitateurs à distance, etc. Ça aussi, c'est des nouvelles expertises métiers qui sont en train de s'ouvrir dans ce monde digitalisé. Je repasse la parole à Patricia pour la suite de ce panorama. Merci Nathalie. Voilà. Deuxième point, donc les nouvelles formes d'emploi. Nouvelles formes d'emploi, ça veut dire l'emploi standard reste dominant. Ça reste la forme d'emploi dominante en Europe, le contrat à durée indéterminée. Ça reste la forme d'emploi standard. Toutefois, il y a des formes d'emploi différentes qui se créent et qui se développent. Bon, les contrats à durée déterminée, le travail en intérim, ça reste en expansion, on le connaît. Ici, je vous ai propose une ouverture vers d'autres formes d'emploi qui sont encore marginales, mais qui sont en croissance également, et qui s'éloignent du format d'emploi standard. Et ça veut dire pourquoi poser cette question-là ici dans une introduction sur les enjeux de la formation continue, mais parce que ça nécessite aussi dans des parcours professionnels où la personne a plus de responsabilités de son parcours, où elle est moins prise en charge par un employeur qui va dessiner lui-même, qui proposait un parcours de carrière, ça veut dire qu'il faut avoir aussi des capacités de dessiner sa propre carrière individuellement, dans des contextes qui sont moins sécurisants, qui donnent moins de protection, puisque c'est ça une caractéristique majeure dans les nouvelles formes d'emploi, c'est qu'elles proposent plus de flexibilité et moins de protection aux travailleurs. Pas forcément des moins bonnes conditions d'emploi, mais moins de prise en charge de son parcours professionnel. Donc ça veut dire que ça a des enjeux aussi et sur des types de compétences à développer. Alors ici, je vais reprendre
un petit schéma qui a été fait par Eurofound. Eurofound, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail en Europe. C'est une fondation tripartite qui reprend les employeurs, les pouvoirs publics et les organisations syndicales, qui est localisée à Dublin et qui fait qui anime plusieurs observatoires, notamment sur les relations industrielles, etc., et qui pilote plusieurs enquêtes, dont une très chouette enquête sur les conditions de travail en Europe, qui est produite tous les 5 ans, maintenant depuis 25 ans, qui permet de voir sur une période longue l'évolution des conditions de travail. Et donc cette fondation a aussi proposé donc, un rapport sur un panorama des nouvelles formes d'emploi. Et alors, je ferai un petit focus sur le travail pour les plateformes et la gig économie, ça veut dire l'économie des petits boulots qui est articulée autour des plateformes. Il n'y a pas que des petits boulots autour des plateformes, mais il y a beaucoup de petits boulots autour des plateformes. Et donc ça, c'est le tableau qui est proposé donc, par cette fondation de Dublin, c'est dans son rapport de 2015 qui a été actualisé en 2018 et qui montre, vous voyez, sur 2 axes, des nouvelles formes d'emploi. Donc l'emploi, c'est le statut que l'on a, le travail, c'est l'activité qu'on fait, l'emploi, c'est le statut que l'on a, qui sont classés ici en fonction des conditions de travail qu'elle propose. C'est l'axe vertical. Pour le haut, c'est les meilleures conditions de travail. Pour le bas, ce sont les moins bonnes, le bas de l'axe. Et l'axe horizontal, pardon, c'est sur le... Excusez-moi, ça c'est l'axe horizontal, les conditions de travail, avec sur la gauche, pour vous, donc les conditions les moins bonnes et sur la droite les meilleures. Et puis l'axe vertical, c'est par rapport à la dimension d'inclusion durable sur le marché du travail. Et ça va aussi également donc d'une situation plus fragile vers une situation avec une insertion plus favorable. Et donc vous voyez, ce sont des formes d'emploi, donc le travail basé sur des chèques de travail et de services, donc c'est les chèques pour faire du nettoyage, qui sont pour faire du nettoyage chez soi, pour garder des enfants, pour les reprendre à la sortie de l'école, donc toutes des formes de travail par rapport auquel le client va acheter un chèque auprès d'un tiers. Donc en Belgique, nous avons ce qu'on appelle des systèmes de titres-services où on achète auprès de sociétés des titres qui permettent de rémunérer des personnes employées par des tiers qui viennent faire du ménage à domicile. Le projet maintenant du gouvernement wallon est d'étendre cette formule-là à des personnes qui iraient chercher les enfants après le travail, etc. Donc c'est une formule qui est souvent à l'initiative des pouvoirs publics avec des objectifs d'insertion de personnes sur le marché du travail et de réponse à des services qui ne sont pas organisables au tarif qui serait un tarif privé sans être sponsorisé. Et donc, voilà, ça c'est une forme qui est classée, disons, de relative stabilité au niveau du marché du travail, mais en termes de conditions d'emploi, il n'y a pas de perspective de carrière, il n'y a pas de formation, donc les personnes sont enfermées dans certains types d'emplois. Le travail occasionnel, celui qui est le plus bas, donc là on va retrouver en fonction des législations en vigueur dans les pays, des contrats 0 heure, ça veut dire avec du travail intermittent par rapport à une situation de travail dans laquelle on n'a pas une garantie d'un minima ou d'un maxima d'heures de travail, mais c'est du travail en fonction de ce qui est disponible. Ce n'est pas autorisé dans tous les pays. Le crowdworking, donc le travail pour les plateformes, j'y reviendrai après, qui est difficile à mesurer. Il y a déjà beaucoup de tentatives d'estimation qui ont été faites pour essayer de mesurer combien de personnes travaillaient pour des plateformes, soit pour transporter des personnes, soit pour faire des micro-tâches, taguer des images, cliquer sur des images pour dire si ça représente des tomates ou des poires, etc. Donc, on entraîne les intelligences artificielles comme ça. Et donc, les estimations sur ça
tournerait autour de entre 3 et 5% de personnes qui font soit de manière régulière, soit de manière occasionnelle du travail pour des plateformes, avec une petite proportion pour qui ça représente l'activité principale. Hein. Les portefeuilles de travail, mais ça c'est plutôt des profils qualifiés qui ont dans le journalisme ou des tâches scientifiques, techniques ou dans le divertissement, dans l'information et la communication, qui se construisent un portefeuille d'activités qui travaillent surtout sous statut d'indépendant. L'interim management, voilà, c'est le portage salarial ou typiquement les consultants qui vont travailler parfois des mois ou des années ou des longues périodes chez des tiers, mais en étant engagés par une entreprise de consultance, par exemple. Le travail indépendant collaboratif avec des formes différentes de coworking, de coopérative ou d'organisation parapluie pour des indépendants qui partagent un staff, par exemple, administratif qui va assurer la gestion pour l'ensemble des travailleurs indépendants. Donc le travail indépendant est en augmentation importante. C'est une des formes d'emploi qui en soi n'est pas atypique, mais qui est atypique parce que les emplois indépendants en croissance sont des emplois que l'on peut qualifier de faux indépendants, où finalement il n'y a qu'un employeur ou qu'un donneur d'ordre c'est des salariés indépendants, économiquement dépendants, comme on les nomme. Le partage de salariés, donc ça c'est un groupe d'employeurs qui se finance un salarié parce que individuellement il ne pourrait pas le faire, ça reste quand même relativement marginal. Le partage de postes de travail ou les nomades numériques. Je vais revenir juste sur deux formules. Donc, qui se développent, donc les nomades numériques ou nomades digitaux. C'est une catégorie en croissance qui est estimée donc, dans la dernière enquête de la Fondation Dublin, European Working Conditions Survey de 2015, autour de 17%. On va trouver dans ça le télétravail, mais tous les itinérants, donc qui ont des contrats de salariés, mais qui travaillent en ligne n'importe où, n'importe quand, dans une variété de localisations, domicile, chez des clients, dans des espaces partagés, des nomades réels ou virtuels, et donc qui font travail dans des équipes avec des rencontres virtuelles ou une partie de coprésence. Ça veut dire que ce profil-là, qui ne désigne des salariés relativement qualifiés, mais qui ont le besoin de développer des nouvelles compétences qui sont liées au fait de travailler à distance, de collaborer à distance. Donc collaborer à distance n'est pas la même chose que collaborer en coprésence. Donc il faut développer des compétences différentes pour gérer une collaboration à distance, des compétences numériques qui sont liées à la collaboration hors de la présence, l'auto-organisation, un peu de mise en scène de soi par rapport à la manière de se faire connaître dans des réseaux virtuels, de dire qui l'on est, donc c'est de développer ces réseaux. Donc ce sont des compétences qui doivent se développer aussi. Et le travail pour des plateformes, donc je suppose que vous connaissez tous un peu de quoi il s'agit, sachant qu'il y a des plateformes très différentes, avec des profils de travailleurs différents aussi, souvent indépendants, très rarement salariés. Et donc il y a une première catégorie, probablement la moins favorable, celle qui distribue du travail pour des micro-tâches fragmentées qui sont confiées à une foule anonyme. Mais des micro-tâches, c'est vraiment des micro-tâches. C'est par exemple pour entraîner les traducteurs automatiques, donc la reconnaissance vocale, pour entraîner la reconnaissance vocale, quand vous donnez... quand Siri, si vous avez des Mac ou bien d'autres petits robots d'assistance à qui vous dites allume-moi le chauffage, il faut qu'il apprenne à reconnaître votre voix. Et donc cette reconnaissance vocale, elle est faite par des individus qui transcrivent
répètent, hein, la transcription aussi, donc la transcription ou bien la reconnaissance vocale, des petits fragments de conversation qui sont pris à l'insu des personnes. Peut-être que dans des conversations que vous avez eues en ligne, eh bien, il y a des morceaux de conversation à vous qui ont été repris et dont quelques phrases ou quelques mots sont confiés à des personnes. Donc vraiment des microtages ou reconnaître pour qu'une intelligence artificielle reconnaisse des photos de légumes, eh bien, il y a des milliers de personnes qui vont regarder des photos avec des légumes pour savoir si c'est une tomate ou si c'est une pomme et qui va cliquer sur tomate ou sur pomme pour entraîner l'intelligence. Donc ça, ce sont des microtages pour des micro-salaires, donc ce que Antonio Casilli, dans un très bel ouvrage qui s'appelle « En attendant les robots », qualifie les tâcherons du web. Donc là, je pense que l'urgence par rapport à ces profils-là est plutôt dans l'encadrement de ce type de travail. En termes de qualification et de compétences, je ne sais pas quelle porte on peut ouvrir à ce niveau-là, sachant que bon, il y a des aptitudes dans la navigation et dans la gestion de l'information qui se développent aussi. Il y a des plateformes pour des tâches d'indépendants, hein, ça surtout dans le secteur, par exemple, le journalisme, les activités artistiques, le design, donc des plateformes pour du travail indépendant. Et ça, en termes... gérer son travail de créateur en ayant des contacts directs avec des clients ou en montrant son travail sur des plateformes ou en recherchant des clients sur des plateformes, ce sont des compétences différentes qu'il faut mettre en place. Et il y a tout ce que certains chercheurs appellent une mise en scène de soi pour se vendre aussi, pour vendre son travail qui doit être développé. Il y a le travail pour des plateformes, pour des tâches matérielles, ça c'est typiquement Uber, Deliveroo, voilà, qui pose aussi des questions. Voilà. Dans beaucoup de pays, il y a des discussions sur la requalification par le droit du travail en salariés de ces travailleurs-là, et avec tout ce qui est associé au statut de salarié en termes de formation, donc le travail sur appel. Donc voilà, je ne vais plus faire trop long. Pardon. Et donc, dernier slide ici, c'est-à-dire donc ces nouvelles formes d'emploi médiées par les technologies, elles ont des enjeux sur les conditions de travail et la relation d'emploi. Juste pour attirer donc votre attention sur ça, ce n'est pas forcément l'objet du travail aujourd'hui, mais c'est à la fois un brouillage du lien de subordination, hein, de dire est-ce que des activités, par exemple pour des plateformes, doivent être qualifiées de travail salarié ou de travail indépendant, hein, avec des frontières de plus en plus floues entre ces deux statuts. Le concept de lieu de travail aussi, hein, dans le travail digital. Hein, normalement, le droit du travail, il définit un lien de subordination, un employeur, un lieu de travail, un temps de travail qui est calculé. Ici, on se trouve dans des dispositifs de plus en plus flous, hein, avec des frontières floues en termes de lieu de travail, mais aussi en mesure du temps de travail. Qu'est-ce que c'est du temps de travail travaillé, hein, du temps rémunérable, quand on n'est plus dans une logique de temps de travail, de présentiel et d'heures qui sont là. Donc c'est bien un des problèmes du burn-out vient aussi de la difficulté de la mesure du temps de travail. Hein. La formation des salaires, hein, dans le travail pour des plateformes, on a des formes c'est les bourses au travail avec des enchères au travail, hein, sur des plateformes pour des micro-tâches. Hein, on est aussi dans des offres de travail sous forme d'enchères, de salaire à la tâche, les recouvrements entre la vie privée et la vie professionnelle, les questions de santé et de bien-être, hein, donc de surcharge informationnelle, d'exposition aux champs électromagnétiques, d'addiction aux technologies, de technostress, d'harcèlement en ligne. Hein, des travailleurs de centres d'appel ont déjà signalé ce genre de choses, de harcèlement en ligne en fonction
de l'accent qu'avait la personne quand elle répondait et qui permettait d'identifier son origine, hein, et donc en fonction de l'origine culturelle dont on devinait la personne, d'avoir des réactions agressives ou négatives de la part d'interlocuteurs. Et puis la question du développement des compétences dans ces environnements de travail. Nathalie, je te repasse. À nouveau, encore quelques défis que ça pose pour les formateurs d'adultes et pour le monde de la formation des adultes. Je pense que le premier défi, c'est l'accès de toutes ces nouvelles catégories de travailleurs atypiques, plus fragiles, à la formation, simplement. Hein. Pendant longtemps, l'accès à la formation était finalement le privilège, je vais dire, des travailleurs à durée indéterminée, dans des contrats stables, l'employeur étant un acteur essentiel dans permettant l'accès à la formation et dans l'organisation de la formation. Mais on peut se demander vraiment qu'en est-il pour tous ces travailleurs qui travaillent aussi aujourd'hui dans des formes de travail plus atypiques et précaires, ou par quel canal vont-ils accéder à cette formation qui en même temps est tellement vitale pour leur permettre de rester employables sur le marché du travail. Ce qu'on observe aussi à travers ces évolutions des statuts d'emploi et des formes d'emploi, c'est une certaine atomisation du marché du travail. On a finalement un univers qui est fait de travailleurs atomisés, qui chacun gère comme ils le peuvent leur accès à l'emploi sur ce marché, sur ces bourses à l'emploi, via ces plateformes, etc. Alors qu'on sait bien que la compétence, les qualifications, bien sûr c'est quelque chose qui relève de l'apprentissage individuel, mais c'est aussi quelque chose qui relève du collectif. Les employeurs s'y trompent pas, ils investissent dans la formation de collectifs de travail aussi, etc. Donc, comment peut-on, dans une économie où les formes d'emploi évoluent vers autant des structures aussi atomisées, retrouver des espaces pour le collectif, qu'ils soient formels ou informels, de formation? Deuxième défi, je pense que ces évolutions du monde du travail, elles se reflètent aussi dans la structuration même et du marché et des acteurs de la formation elle-même. On voit très clairement s'opérer, en France c'est très clair dans la nouvelle loi, en Suisse c'est très clair aussi dans la loi sur la formation continue entre en vigueur en 2018, mais on voit très clairement la responsabilité de la formation qui passe des pouvoirs publics et des employeurs vers les individus eux-mêmes. C'est eux qui sont responsables de leur propre parcours de formation. Dans cet univers-là, on peut imaginer aussi que les opérateurs de formation sont en train d'évoluer assez fortement. Et qu'on est en train de passer de centres de formation, d'opérateurs de formation qui sont des agents publics versus des centres mis en place par les employeurs eux-mêmes, vers finalement des formations assurées par une gamme beaucoup plus diversifiée d'intermédiaires du marché de l'emploi, voire un marché tout à fait privé de la formation qui est en train de s'ouvrir avec aussi les contraintes d'un marché privé, hein, où les acteurs sont en concurrence les uns avec les autres pour pouvoir former les individus sur ce marché. Troisième risque aussi pour ce marché de la formation, c'est une certaine forme de dérégulation de la formation. On a dit aujourd'hui on travaille, on se forme, on travaille n'importe où, n'importe quand. On peut imaginer aussi qu'à l'avenir, les voies de la formation, on se formera n'importe où, n'importe quand. Hein, comment, dans quelles conditions, comment faire reconnaître ce type de formation, etc. Comment réguler aussi ces espaces de formation, voire reconnaître correctement et rémunérer correctement le travail des formateurs. Ça peut être des défis du futur aussi. Des nouveaux métiers qui apparaissent pour les formateurs d'adultes. Hein, on le voit, le paysage va vers des carrières qui sont elles-mêmes de plus en plus nomades. On va changer d'emploi au cours de sa carrière, passer d'un employeur à l'autre, passer d'un statut d'emploi à l'autre, être salarié, puis être indépendant, puis revenir à un emploi salarié ou autre. Donc ça veut dire aussi des nouvelles pratiques d'accompagnement de ces carrières-là. Plus que jamais, les activités d'orientation, de bilan de compétences, de construction de projets individuels de formation qui sont déjà bien en place dans nos sociétés vont prendre de l'ampleur, on peut imaginer. On voit aussi se développer des activités de type incubateur d'auto-entrepreneurs, hein, business angel, etc. On a là des espaces de formation pour accompagner les personnes à créer leur propre emploi, à créer leur propre entreprise, etc. Ça aussi, c'est des challenges très particuliers en matière de formation d'adultes. Puis alors, on peut imaginer bien sûr aussi que tout ce qui est accompagnement de cette trajectoire de carrière un peu nomade, voire franchement chaotique, va prendre de l'ampleur parce que ces trajectoires-là sont aussi synonymes de rupture, de précarisation, d'exclusion, etc. Là aussi, il y a une activité qui est attendue, porte pour partie sur les formateurs d'adultes, qui peut
dont on peut imaginer qu'elle va prendre de l'importance dans le futur. Et alors enfin, la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est mais le formateur lui-même n'est-il pas la figure emblématique de ce travailleur atypique? N'est-il pas en train de devenir lui-même ce travailleur nomade, hein? Ce serait intéressant d'examiner, on n'a pas de données là-dessus, mais le travailleur salarié n'est-il pas en train de lui-même évoluer vers une forme de travailleur à la tâche, peut-être plus précarisé, hein, de la formation qui est un bien public où on est engagé pour servir pour former, on passe à une formation marchandisée où les formateurs eux-mêmes sont sur un marché extrêmement concurrentiel et doivent, je dirais par des moyens qui ne sont peut-être pas nécessairement ceux des finalités initiales de la formation, arriver à se maintenir sur ce marché. On voit d'ailleurs le métier de formateur en lui-même est un métier qui est souvent un métier, est dans un certain nombre de cas, un second métier au cours d'une carrière professionnelle. On a un premier métier, et puis au fil de sa carrière, une fois qu'on a acquis assez d'expérience dans son métier, on devient soi-même formateur dans le métier qui était le nôtre. Donc, je pense que le métier de formateur lui-même est déjà emblématique de ces évolutions de carrière qui marquent les trajectoires de ces travailleurs aujourd'hui. On va terminer par une dernière dimension. Le temps file, on va essayer de peut-être... Alors, voilà, j'essaierai. Nathalie, si je suis trop longue, tu me lances une chaise. Voilà, doucement. Voilà. Ici, je voudrais faire un dernier point, je ne serai pas trop longue là-dessus, donc sur la question du rapport au travail et des dimensions générationnelles. Alors, pourquoi parler de ceci? Parce que c'est important de se dire, mais dans le fond, pourquoi travaille-t-on? Pourquoi des individus travaillent? Et quelles sont leurs attentes? Et la formation, elle fait partie de ces attentes-là. Et elle s'inscrit dans un rapport au travail où elle va avoir une signification plus ou moins différente selon le type d'engagement que les personnes vont avoir dans le travail. Et donc, voilà, c'est pour se rappeler aussi des cadres de ce que travailler veut dire, en fait. Ce que travailler veut dire aujourd'hui pour les individus et avec quelques petites nuances pour les générations. Alors, sans être très long, donc, le travail, sens et attente, en fait, ce que ça signifie travailler, c'est le résultat d'une évolution historique aussi, où le travail a d'abord été un devoir vis-à-vis de la société. Hein. Si on remonte quelques siècles en arrière, on devait travailler pour gagner son paradis, etc. C'était un devoir vis-à-vis de la société. Le travail est ensuite devenu ce qui allait procurer, avec les droits dérivés du travail, etc., ce qui allait procurer la sécurité et le revenu. Donc, il a eu aussi une valeur instrumentale. C'est ce qui permettait de ne pas être dans l'indigence et grâce aux droits dérivés du travail, de pouvoir avoir une sécurité de vie et d'avoir de quoi manger tous les jours. Et puis, le travail a été aussi, donc, avec un tournant à la moitié du XXe siècle, est devenu un endroit où on va se réaliser, hein, un endroit de développement personnel, un endroit où on va s'épanouir, où on va continuer à se former. Et donc ces trois significations, elles ne se sont pas éliminées l'une l'autre au fil du temps. Elles sont toujours elles sont un peu sédimentées, hein, comme des couches successives qui se sont posées une au-dessus de l'autre au fil du temps. Et elles font partie du sens que l'on donne au travail. Et on retrouve chez l'individu ces attentes-là avec caractéristiques de notre époque contemporaine, une importance forte de la dimension expressive. Et la dimension expressive, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sens que l'on va chercher dans son travail, hein, le développement personnel. Et c'est lié à toute une série de choses avec, on voit un point de basculement à la moitié du XXe siècle, hein, cette éthique de l'épanouissement personnel, elle va se développer parce qu'on va être moins attaché à la dimension instrumentale du travail, non pas parce qu'on se fiche de la sécurité et du revenu, mais parce qu'elle est de mieux en mieux garantie grâce à des taux de croissance qui sont importants. L'éducation va se développer, donc les femmes vont faire une entrée massive sur le marché du travail aussi, et cette dimension expressive d'épanouissement, elle va prendre de plus en plus d'importance aujourd'hui. Hein, et elle explique aussi
pourquoi on a plus de burn-out aujourd'hui que dans le passé. C'est à la fois des questions d'organisation, mais c'est des pertes de sens. On ne trouve plus le sens que l'on attend dans le travail. Et donc, on a 3 types d'attentes dans le travail. Instrumentales, on peut dire aujourd'hui, donc des attentes matérielles ou pratiques, le salaire, la sécurité d'emploi, des attentes sociales, des relations humaines importantes de qualité, et des attentes expressives, la possibilité de développement, l'épanouissement. Et l'accès au développement personnel, il passe par la formation aussi. Et là, je fais une petite parenthèse par rapport à ma casquette de responsable de programme de formation d'adultes dans mon université. La dimension d'épanouissement personnel, quand on fait des enquêtes sur les motivations au choix de la reprise d'études et puis le bilan qu'on en fait au terme du parcours, cette dimension de projet personnel et d'épanouissement, elle est même supérieure à la dimension professionnelle. Elle est supérieure à la dimension professionnelle. Et ces attentes à l'égard du travail, eh bien, elles vont aussi façonner les attentes qu'on a face à l'organisation professionnelle. Et ici, je vous présente rapidement un petit tableau qui est issu d'une recherche faite dans le cadre d'un partenariat européen qui mobilisait 6 pays européens, dans lequel on a fait, voilà, je vous donnerai des détails si vous le souhaitez, mais un travail empirique important, et qui nous a amené en fait à classer, donc on recherchait quelles étaient les formes d'engagement dans le travail, puisqu'on partait d'hypothèses qu'on lisait à ce moment-là, que les individus étaient de plus en plus dégagés, prenaient plus de distance par rapport au travail, etc. Et donc, tous les entretiens qu'on a pu faire dans les 6 pays nous ont amené à dégager 4 types de formes d'engagement dans le travail qui ont été construits donc, sur base donc, du type d'engagement dominant qu'il y avait dans le travail, soit pragmatique, la recherche de la sécurité, le bien-être qui prédominait, soit l'engagement expressif, l'épanouissement extérieur était prédominant, donc on se casait dans l'un ou l'autre, et les parcours de vie des individus standardisés ou plus individualisés, donc déstandardisés, donc ne correspondant pas à un parcours classique, formation, entrée dans la vie adulte, mariage, famille, etc., avec le temps. Et donc, ça nous a amené à dégager donc, un type 1 et un type 2 qui étaient plus pragmatiques, où la relation à l'emploi va dominer la relation au travail. Ça veut dire d'un profil qui vont accorder plus d'importance au salaire, à la sécurité d'emploi, aussi aux relations sociales, et un type 3 et 4 qui va accorder plus d'importance à la relation au travail par rapport à la relation d'emploi, donc à la dimension de formation, de méthode de travail, etc. Et donc, les titres, voilà, type 1 et 2, c'est un travail, une contrainte à vivre positivement, donc on doit travailler, c'est une contrainte sociale, pour vivre il faut travailler, et bien tant qu'à faire, que ce soit dans de bonnes conditions, avec des chouettes collègues, voilà, et etc. Et l'autre profil, le travail, et ça, le type 1, c'est le travail le plus répandu. Le type 2 et le type 4, qui sont des positions plus extrêmes, donc le travail principalement instrumental, un moyen pour gagner de l'argent, c'est peu répandu, mais ça veut dire que les attentes vont être juste de revenus, sécurité, le reste on s'en fiche. Si les collègues sont sympas, tant mieux, sinon, voilà, c'est pas indispensable. Le type 3, c'est où on va trouver le travail, un support au développement personnel, les profils qui ont des engagements avec des attentes élevées en termes d'épanouissement, de formation, de responsabilité, d'apprentissage, etc. Et le type 4, qui est un profil où le travail est central dans l'identité, où on est vraiment dans les personnes qui se définissent essentiellement par leur travail. Et le profil le plus répandu, c'est le 1, vient ensuite le 3, et le 2 et le 4 sont des profils moins fréquents. Oups, et voilà, c'est passé tout seul. Et pourquoi je vous présentais ça? C'est parce que ça veut dire que la forme, le type d'engagement qu'on va avoir dans le travail, tout le monde n'a pas le même profil d'engagement dans le travail. Le type d'engagement qu'on va avoir par rapport à son travail va déterminer des attentes différentes par rapport, on va valoriser des choses plus ou moins différentes. Et vous voyez ici, j'ai mis par exemple, prenons
la connaissance, dans le type 3, hein, la connaissance, les méthodes de travail, les relations humaines, donc vraiment des profils qui vont être avides de formation et de support dans leur parcours. Tandis, c'est des plus, donc ça veut dire que c'est très important. La sécurité d'emploi ou les attitudes au travail, ça va être moins important. Et donc, en fonction du type d'engagement qu'on a dans le travail, si on prend donc voilà la dimension de la formation continuée, du support à la carrière, on va avoir dans les profils qui ont des engagements expressifs dans le travail des attentes fortes à cet égard-là. Donc, ils vont demander de leur organisation des supports importants en termes de formation ou qui vont eux-mêmes s'engager dans des réorientations professionnelles. Hein. Si on n'est plus satisfait dans son travail, on va aller vers d'autres choses. Hein. L'idée n'est pas de rentrer dans le détail, mais c'était pour attirer l'attention sur le fait voilà, que dans le travail, il y a des attentes de 3 natures différentes, mais qui ne sont pas partagés de manière égale par tous les individus et que selon le type d'engagement qu'un individu va avoir dans son travail, il va avoir un rapport différent à la formation aussi. Alors, la dimension de génération au travail, en faisant ces travaux-là, on a essayé de voir aussi donc, qu'est-ce qui pouvait distinguer les générations en termes d'engagement dans le travail et en termes d'attente, hein, et de dire est-ce qu'il y a des choses qui les distinguent. Et là, une remarque importante qui est à faire à ce niveau-là, c'est de dire que la génération, l'âge, ce n'est pas l'âge. La génération, l'âge, c'est un fait biologique hein, qui est accompagné voilà, d'une série d'attributs. Mais la génération, en fait, elle porte les marques des mutations culturelles, économiques, sociales, technologiques de la période dans laquelle elle a grandi. Et elle se distingue, ce n'est pas tellement l'âge qui fait la différence entre des cohortes, c'est le fait d'avoir été socialisé, d'avoir grandi dans des environnements économiques, technologiques, dans des marchés du travail qui étaient différents. Hein, quand la génération des 55 ans aujourd'hui est entrée sur le marché du travail, les conditions d'entrée sur le marché du travail n'avaient rien à voir avec celles des jeunes de 25 ans qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail. Donc, ce sont des expériences différentes du travail. Et on a souvent dans les approches générationnelles, dans beaucoup de travaux, un focus sur les différences culturelles qui finalement ne prennent qu'une petite part de ce qui caractérise les points communs et les différences entre les générations. Et dans le travail que nous avions fait, nous avions distingué donc 3 générations. Voilà, ce travail a une dizaine d'années, peut-être qu'aujourd'hui on les redéfinirait peut-être un petit peu différemment, mais en gros des moins de 30 ans, des 30-50 et des plus de 50 ans, parce que c'est des générations qui sont objectivement dans leurs conditions d'emploi, dans leur sécurité d'emploi, dans leur perspective, dans des positions différentes sur le marché du travail, également en termes de formation, donc nous avions fait un travail de comparaison. Et alors des grandes lignes, et c'est là qu'on va revenir sur la question de la formation. Qu'est-ce qui caractérise, si vous voulez, au-delà de l'hétérogénéité qu'on peut trouver à l'intérieur d'une génération, parce que tous les jeunes ne partagent pas les mêmes conditions, ne sont tous les plus âgés non plus, mais il y a des points communs. Et donc, c'est à la fois des différences de position sur le marché du travail et des attentes différentes par rapport au travail. Je ne vais pas rentrer dans tout ici, mais appuyer seulement certains éléments qui ont trait à la formation. Par exemple, les moins de 30 ans, c'est les plus exposés à la précarité et au chômage, mais c'est ceux qui ont l'avantage en termes de formation et de compétences par rapport à la maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Ils sont mieux formés, plus diplômés que les générations qui les précèdent. Si on prend les plus de 50 ans, eux, c'est ceux qui sont le plus confrontés à l'obsolescence des qualifications, hein, qui ont moins accès à la formation, qui sont plus confrontés à l'obsolescence des qualifications et qui sont les plus exposés en cas de restructuration, même si leur position est plus sécurisée sur le marché du travail et s'ils sont le mieux représentés par les organisations syndicales. Alors,
Si on prend la génération du milieu, on va voir donc les 30 à 50 ans, c'est la génération qui est en fait en demande, en fait, qui demande aussi des mesures en termes de formation continuée dans une perspective d'allongement de la vie active. C'est la génération qui a conscience qu'ils seront les futurs travailleurs âgés, qui vont avoir un allongement de leur carrière et qu'ils ont des compétences qu'ils doivent tenir à jour et adapter à l'évolution du marché du travail, mais qui en même temps commencent progressivement, une fois qu'ils atteignent 45 ans, à être un peu délaissés par les investissements des entreprises en matière de formation continuée. Et cette idée aussi, cette conscience qu'ils ont d'allongement de la carrière, c'est aussi le besoin de se réinventer, de pouvoir se projeter jusqu'à la fin de leur carrière et de se réinventer aussi une deuxième carrière. C'est l'âge de réorientation professionnelle aussi. Donc je reprends ici aussi ma casquette de responsable de programme de formation d'adultes dans mon université. L'âge moyen de nos étudiants, c'est 40 ans. Donc on a évidemment un écart type, c'est entre 25 et 60 ans, mais l'âge moyen, c'est 40 ans. Donc c'est l'âge où les personnes ont envie de réorienter leur carrière, de se redéfinir, de se renforcer dans leur position, de progresser ou de se définir un nouveau projet professionnel. Et c'est aussi la génération qui sent menacée par la dérégulation du marché du travail et qui se sent un déficit de nouvelles compétences par rapport aux jeunes qui sont là et qui en même temps sait bien qu'elle n'aura plus les mêmes conditions que la génération qui les a précédées. Alors, et c'est mon dernier slide. On a également donc ici, pour ramener cette question des générations, je voudrais attirer aussi l'attention sur deux enjeux donc, autour des générations. Un premier, c'est la tension entre innovation et expérience. Donc il y a un regret chez les plus âgés du manque de reconnaissance de l'expérience et qui est en fait mis en parallèle par rapport à l'innovation. Et on s'est rendu compte aussi que dans l'imaginaire, l'innovation, elle est associée à la jeunesse et elle est toujours connotée positivement. L'innovation en entreprise, c'est quelque chose de positif. L'expérience, elle est associée à l'âge, mais l'expérience, elle n'est pas toujours connotée positivement. Elle est aussi connotée négativement, parce que l'expérience, elle est associée aussi au refus du changement, aux routines, à l'obsolescence de qualifications. Donc, alors que l'innovation est associée à la jeunesse, est toujours connotée positivement, l'expérience ne l'est pas toujours. Et puis, le rapport aux technologies. Quand on observe concrètement, et je l'ai observé pour la Suisse, mais comme j'avais déjà trop de choses, je ne l'ai pas mis les données, dans le travail aujourd'hui, les trois générations utilisent dans leur travail quotidien dans la même proportion des nouvelles technologies. On n'est pas dans des scénarios où les plus âgés ne seraient, je ne sais pas moi, que 15% ou 30% à utiliser des nouvelles technologies de manière régulière dans leur travail et les plus jeunes à être dans des postes où ils utilisent tout le temps des nouvelles technologies dans leur travail. C'est équivalent, c'est vraiment équivalent, les variations sont très faibles et c'est la même chose ailleurs en Europe. Donc on est avec des stéréotypes fort par rapport à l'usage des technologies, qui est que les plus âgés sont frileux, qu'ils ne les utilisent pas, que les plus jeunes sont plus habiles. Ce qui est intéressant, mais on peut en parler dans la discussion, c'est de voir aussi, il y a des travaux intéressants qui ont été faits aux Pays-Bas notamment sur comment l'apprentissage des outils technologiques se faisait par des plus jeunes ou des plus âgés. Et on voyait que les plus jeunes étaient plus habiles dans l'acquisition de compétences instrumentales, c'est-à-dire mettre à jour des programmes,
installer des pilotes, voilà. Et les plus âgés, si on distingue le type de compétences étaient plus habiles dans les compétences stratégiques, c'est-à-dire savoir ce qu'on allait faire de l'information qu'on avait trouvée grâce aux technologies. Donc il y a des stéréotypes qui ont un peu la vie dure à ce niveau-là. Et alors le dernier point, pour ouvrir une porte sur la question du vieillissement et de l'enjeu de la formation pour le vieillissement, dans une autre étude donc, que j'ai pu faire avec des ergonomes donc, sur le travail soutenable et le vieillissement. On a analysé les données européennes donc, de l'enquête 2015. Et donc ce qui ressortait comme élément favorable au maintien dans l'emploi, ce sont des dimensions qualitatives du travail et des dimensions qui touchent à l'engagement et à le développement et la formation aussi, donc l'autonomie d'organisation, les opportunités de carrière. Opportunités de carrière, ça veut dire ça ne veut pas dire de la projection barémique ou quoi, ça veut dire d'avoir encore un horizon devant soi et pas seulement de la routine. Et cet horizon, il se construit aussi avec la formation, les possibilités d'expression et le soutien de la hiérarchie. Donc c'est de continuer à exister dans son organisation indépendamment du fait de l'avancée en âge. Voilà, je reprends la parole quelques minutes pour rebondir sur les questions de formation. Qu'est-ce que ces rapports au travail qui diffèrent d'une génération à l'autre peuvent soulever comme défi pour la formation des adultes? Je pense que le premier défi, c'est celui de cette tension qui semble aller croissante entre une visée de la formation à finalité adéquationniste, avoir une main-d'œuvre qui corresponde aux besoins du marché du travail, qui soit employable sur le marché du travail, qui satisfasse les besoins de sécurité, notamment des travailleurs, et puis cette revendication très très forte, ces attentes très fortes, en particulier des jeunes générations, pour un travail qui réponde à leurs attentes expressives, à leurs besoins d'expression. Donc, ça veut dire, et on rejoint là davantage une formation qui aurait des visées plus émancipatrices de l'individu, en tout cas, qui lui permettrait davantage le développement personnel et l'engagement social, avant même de réfléchir instrumentalité, utilité pratique, intérêt de la formation sur le marché du travail. Il y a là, quelque part, un écart qui peut-être est en train de se creuser. Et par rapport à ça, je voudrais aussi attirer l'attention sur un glissement sémantique qui est aujourd'hui assez courant finalement. La formation d'adulte avait une finalité, a eu clairement à l'époque de l'éducation permanente une finalité d'émancipation des personnes et des groupes sociaux pour leur permettre de prendre un rôle de citoyen à part entière dans une société la plus démocratique possible. Puis ce mot émancipation a glissé au fil des générations pour donner lieu à tout le courant de l'auto-formation, auto-apprentissage, autodirigé, etc. Et aujourd'hui, vers la notion d'individualisation des parcours de formation, les mots ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ce n'est pas parce qu'on va vers des parcours individualisés de formation, de remise à l'emploi, etc., qu'on va nécessairement vers plus d'autonomie des individus, voire, au-delà de ça, d'émancipation. Donc, un glissement qu'elle a interrogé aussi de façon plus approfondie. Le deuxième challenge, c'est d'arriver enfin, encore aujourd'hui, je pense que la formation s'adresse toujours de manière prioritaire aux moins de 45 ans. Après 45 ans, ça reste nettement plus compliqué d'avoir accès à la formation. Le vrai challenge, c'est de former enfin toutes les générations, à tous les âges de la vie. Ça veut dire probablement, et on le sent très très fort dans les dispositifs de formation continue et dans les demandes des adultes qui viennent se former ici à l'université, ça veut dire des parcours et des dispositifs de formation beaucoup plus flexibles pour s'adapter aux différents âges et aux différentes contraintes de la vie, avec, sans enfants, avec des travails à temps plein, sans travail à temps plein, etc., des travailleurs horaires variables, des charges extra-professionnelles et extra-académiques qui varient très très fort d'une personne à l'autre, d'un stade de la vie à l'autre. Et alors ça veut dire aussi être capable d'accueillir des groupes de formation qui sont réellement intergénérationnels. On l'a dit, on va de 20 ans, 25 ans à 60 ans dans les groupes de formation. C'est des cultures extrêmement différentes qui cohabitent. Des parents, des enfants, on pourrait dire. C'est pas rare aujourd'hui de voir des parents reprendre des études en même temps que leurs enfants arrivent sur les bancs de l'université. Ça aussi, c'est un challenge pour les formateurs d'adultes. On a évoqué le rapport entre âge et compétences, qui peut être vécu sur des modes fort différents. D'un côté, l'âge peut être synonyme d'expérience, et pour une série de capacités, effectivement, on semble montrer que
les personnes plus âgées ont un avantage sur les plus jeunes pour une série de capacités. On pense notamment, on évoque souvent, les travaux des psychologues évoquent souvent les capacités relationnelles. On a évoqué ici les capacités plus stratégiques. Hein. Mais pour d'autres, l'âge peut être signe d'obsolescence. Donc une série de capacités acquises sont aujourd'hui obsolètes et les jeunes générations sont de ce point de vue-là plus compétentes que les plus anciennes. Donc là aussi, un rapport assez délicat à gérer. Et alors enfin, le dernier point sur lequel je voudrais peut-être ouvrir une porte, c'est celle de cette valeur expressive du travail. Hein. On voit ce souhait des jeunes générations de faire du travail un lieu de réalisation de soi et aussi un lieu de développement de la société finalement, hein, de contribuer à une société qui soit finalement peut-être plus accueillante pour tous. Je pense que ça, notamment, c'est une des motivations qui est derrière ces formes d'économie du partage aussi, hein, des économies plus solidaires, où on va échanger les services les uns avec les autres. Ben, typiquement, un métier dans lequel on peut satisfaire ce besoin de réalisation et d'expression de soi, c'est le métier de formateur. On peut imaginer que le marché de la formation va évoluer aussi vers cette économie du partage où finalement chacun deviendra formateur les uns pour les autres à sa façon avec échange de services de formation comme on le ferait pour d'autres échanges de services aujourd'hui dans ces formes d'économie du partage. Que retenir de tout ça pour le futur de la formation des adultes pour conclure? La formation des adultes, je repris ici quelques mots-clés, formation professionnelle continue, éducation permanente, formation tout au long de la vie qui est arrivée à l'agenda tout au début des années 2000 avec la fameuse stratégie de Lisbonne, hein, où on veut faire évoluer nos pays européens vers des économies de la connaissance. On voit aussi qu'à ces différentes étapes passées de la formation des adultes, les enjeux ont varié, ont oscillé entre adaptation au marché du travail ou bien la formation comme étant davantage vue comme une éducation citoyenne, humaniste et émancipatrice pour tous, la question de la compétitivité des entreprises, etc. Je dirais aujourd'hui, quelque part, pour le futur, nous sommes un peu à la croisée des chemins. Alors, mais mon schéma est peut-être en petit caractère, là, mais à la croisée des chemins, hein, avec différents scénarios qui s'ouvrent devant nous. Effectivement, cette tension que j'ai déjà évoquée entre une formation à finalité plus économique, adéquationniste, qui vise finalement à préparer une force de travail et des adultes qui soient le plus adaptés possible à ces futurs métiers et aux besoins du marché du travail, versus une formation qui dépasse largement la question économique, qui est à finalité, on pourrait dire, plus politique, hein, qui vise davantage aussi à former par la formation des citoyens libres, égaux, hein, donc une visée plus émancipatrice. On voit aussi une deuxième tension se dessiner aujourd'hui dans les pratiques de formation entre le rôle central du collectif et les pratiques collaboratives en formation. On voit des espaces de formation nouveaux émerger, formels, informels. En particulier, je pense à tous ces espaces de type intelligence collective, groupes de création d'idées et d'échange d'idées nouvelles, etc. Notamment permis des échanges qui sont soit en présentiel, soit à distance. Et puis, à l'inverse, on voit aussi une forte individualisation des parcours, où c'est l'individu qui devient le premier pilote de la formation. Et on peut, de ce point de vue-là, perdre un peu le sens du collectif. Donc là aussi, il y a une tension qui est en train de se créer. Et on pourrait en imaginer bien d'autres encore. Des tensions anciennes qui sont toujours présentes aujourd'hui. La tension entre le formel et l'informel, par exemple. Je dirais, là, il y a le champ des possibles reste aujourd'hui aussi relativement ouvert. La seule chose sur laquelle il faut... sur laquelle je voudrais clôturer, c'est qu'en fait, la formation n'a pas juste pour mission de s'adapter à ces évolutions de la société et de trouver les schémas qui correspondent le mieux aux métiers et aux emplois du futur, mais elle a aussi, par les choix mêmes qu'elle fera, par la façon dont on décidera de former demain, par le choix qu'on fait, par exemple, aujourd'hui, de faire de l'individu le premier responsable de son parcours de formation. Déjà là, par ces choix-là, la formation contribue à construire la société du futur et les emplois du futur. Donc les choix qu'on fait ne sont pas seulement des choix réactifs, adaptatifs à ce que sera le marché du travail, le monde du travail demain, mais sont aussi des choix qui nous engagent, en fait, hein, qui sont des actes engagés, qui contribuent à construire réellement l'espace de travail de demain. Voilà, on va s'arrêter là pour la présentation, à strictement parler. Maintenant, on serait très intéressé, évidemment, d'avoir vos réactions
vos expériences, partager. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir, au fil de cette conférence, de ces cycles de conférences, recueillir aussi vos expériences de formateurs, d'intervenants, les évolutions que vous constatez. La première question qu'on a envie de relayer à l'Assemblée, c'est et vous, ces évolutions du monde du travail, vous les voyez? Quels impacts elles ont sur vos pratiques et sur vos métiers de formateurs? J'ai un petit micro pour circuler dans la salle. Je vais le prendre. Merci beaucoup. C'est d'abord vraiment merci pour cette synthèse vraiment très lumineuse. Il y a plein de questions, mais aussi des partages d'expériences. Ce que je vois surtout, c'est vraiment qu'est-ce qu'être vieux maintenant dans un milieu de travail. Si on faisait une question comme ça il y a 20-30 ans, peut-être 65, 70. Maintenant, être vieux, c'est 50 ans. Et je veux dire, ça serait intéressant de questionner les représentations qu'on a d'être vieux au travail. Alors, vous avez bien dit que c'est différent entre âge et génération. Mais quand on voit être à 50 ans et être au chômage au bout de 2-3 ans, c'est extrêmement difficile. Le pourcentage de reprendre un travail est extrêmement difficile. Donc les statistiques, quelles sont les solutions pour en sortir? Et il y a vraiment là quelque chose de très fort. L'autre aspect aussi ici, il y a une multiplicité, on oublie la notion de métier peut-être. On va vers profil de compétences, adapté au profil de chacun, comme vous l'avez vu. Le problème, c'est que c'est une forme de dispersion, il y a moins de possibilités de corporatisme, qui a ses défauts, mais qui a aussi ses avantages de pouvoir vous protéger au moins et avoir un intérêt économique dans cette protection. Donc il y a là aussi une tension. On développe vers des cursus personnalisés, des compétences multiples, mais par là, on s'empêche peut-être d'avoir des moyens de protection et de levier par rapport aux instruments pour les salaires. Je te laisse réagir, Patricia, ou bien? Comment réintégrer des personnes de plus de 50 ans sur le marché du travail? En fait, ça ne se posait pas, ça se posait moins, parce qu'on n'était pas avec une conscience comme la conscience que l'on a aujourd'hui du vieillissement démographique et de l'incapacité de financer les pensions avec la pyramide des âges et la proportion d'actifs que l'on a. C'est ça qui a boosté, si je puis dire, la préoccupation du maintien dans l'emploi. La réintégration, c'est encore une autre chose, mais du maintien dans l'emploi des travailleurs âgés, c'est dans un souci effectivement de trouver un nouvel équilibre entre les actifs et les non-actifs. C'est ce qui motive aussi l'allongement des carrières. Alors que dans les années 80, encore un peu dans les années 90, on a utilisé justement, et en particulier en Belgique, les plans de pré-pension et de pré-retraite pour gérer les restructurations du marché du travail. Une manière, donc on a installé une culture du départ du marché du travail, soutenue par les pouvoirs publics, pour permettre en fait d'éviter un accroissement des taux de chômage dû à des fermetures d'entreprises, en particulier industrielles, à ce moment-là. Et donc on a installé, enfin je ne connais pas le cas de la Suisse, mais je parle du cas belge, une culture aussi où finalement les salariés considéraient que c'était presque un dû, un normal, le fait qu'ils allaient quitter le marché du travail avant 60 ans, autour de 55 ans, ou entre 55 et 60 ans, avec des systèmes de pré-retraite. Évidemment, il y a eu... un système a été modifié, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ces raisons de soutenabilité des systèmes de pension. Tous les programmes qui sont mis en place, et ça j'ai travaillé un petit peu plus au niveau européen là-dessus, et qui visent au maintien dans l'emploi des travailleurs âgés, il y a plus de déclarations d'intention que de réalité. On est avec plus de déclarations d'intention que de réalité,
pour différentes raisons. Les travailleurs âgés, ils coûtent plus cher, ils sont dans des statuts qu'on n'a plus envie d'appliquer aux plus jeunes, hein. C'est eux qui bénéficient encore de statuts plus stables sur le marché du travail, hein, avec des formes d'engagement et des garanties qu'on ne propose plus aux nouveaux entrants, hein. Les nouveaux entrants ont des statuts plus fragiles, donc il y a des calculs économiques qui sont faits par les entreprises aussi. Et il y a, c'est vrai, au niveau du maintien des qualifications, un sous-investissement des entreprises en matière de formation des travailleurs à partir au-delà de 45 ans. Hein, ça, et qui est fort. En Belgique, dans les comparaisons européennes, on est vraiment en bas du peloton en matière d'investissement des entreprises dans la formation continue. Et donc, si on ramène ça aux plus âgés, aux moins qualifiés, on est vraiment très bas. Et donc, voilà, quelle solution ça fait je crois que ça fait plus de 10 ans qu'on fait des campagnes pour le maintien dans l'emploi. Pour le retour en emploi, les campagnes qui sont faites, elles sont plus... c'est en fait à travers une activation, hein, une activation des salariés. C'est moins des contraintes pour les entreprises d'engager des quotas de travailleurs âgés, mais c'est plus une activation des chômeurs plus âgés en les obligeant à redevenir actifs sur le marché du travail. Donc on a une des politiques en Belgique de réactivation des travailleurs de plus de 55 ans qui avant ils étaient dispensés de devoir prouver qu'ils cherchaient encore de l'emploi, etc. Mais les taux d'augmentation, c'est vrai ce qu'on pourrait dire, l'augmentation du taux d'activité des plus âgés, est surtout chez les femmes. Parce que quand on observe les statistiques, a été plus chez les femmes que chez les hommes, parce que les femmes, elles sont dans des situations de carrière plus discontinues. Donc, pour arriver à un seuil de pension relativement acceptable, il faut qu'elles travaillent plus longtemps. Et donc, on a vu, avec l'alignement de la carrière de l'âge de la pension des femmes sur celui des hommes, hein, qui s'est fait dans tous les pays européens. C'était une directive, hein, en principe pour un principe d'égalité entre hommes et femmes. Et donc, mais les femmes ont eu, avec des carrières discontinues, avec la proportion de temps partiel qui est la leur, pour pouvoir, le taux d'activité des plus âgés, en Belgique notamment, mais dans d'autres pays aussi, c'est surtout chez les travailleuses. Et plus souvent dans des métiers pénibles. Dans des métiers de services peu qualifiés, donc où on observe les taux d'augmentation les plus importants. Donc, on peut se poser aussi des questions à ce niveau-là. Et alors, excusez-moi, je suis un peu trop longue, j'ai déjà beaucoup parlé. Et sur la question des compétences plutôt que par rapport à des métiers, moi, ça me rappelle aussi des travaux dans des années 80 qui signalaient donc ce glissement de la qualification à la compétence qui était aussi dans un processus d'individualisation de l'employabilité. Parce que, un poste de travail est qualifié, mais un poste de travail n'est pas compétent. Par contre, un individu est compétent ou qualifié aussi. Et donc, avec un glissement dans la définition d'un poste de travail vers une individualisation de vers l'employabilité qui en soit. L'idée, c'est que finalement, avec les changements dans les organisations et dans les métiers, comme les entreprises ne sont plus... Et on ne peut pas forcément leur jeter la pierre sur ça, ne sont plus en capacité d'anticiper ce que seront les contours des métiers futurs. On travaille plutôt sur l'employabilité des personnes pour qu'elles puissent être en capacité de s'adapter aux transformations de métiers dont on ne sait pas bien définir les contours à un horizon de 5 ou 10 ans. Avec la question qui était de dire, finalement, en travaillant sur ces fameuses
compétences transversales, employabilité, etc. Est-ce qu'on n'est pas justement encore en train de fragiliser les plus fragiles, puisqu'ils n'ont plus la protection du métier, de la corporation, pour pouvoir assurer leur place sur le marché du travail? C'était un peu ça la question. D'autres réactions? Ouais. Bonjour. Moi, j'avais une question parce qu'effectivement, avec ces compétences transversales, comme vous le disiez, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes, la collaboration ou même se mettre en scène deviennent primordiales. La question, c'est que j'ai le sentiment, quelque part, en étant un peu provocatrice, qu'on va vers un eugénisme du bon collaborateur. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, mais effectivement, il y a des éléments qui sont très en lien avec les préférences comportementales des gens. Des gens qui sont dans l'extraversion auront certainement beaucoup plus de facilité d'évoluer et déjà peut-être aussi plus de curiosité. Enfin, il peut y avoir des stéréotypes qui existent, mais c'est quand même une préoccupation que nous avons aujourd'hui quand on a 40 000 collaborateurs avec des profils différents. Comment, sur ces compétences transversales, on peut les accompagner, sachant que j'ai l'impression qu'il y a une forte inégalité de possibilités de développement. Alors, je ne sais pas si c'est un préjugé, un parti pris. C'est une question, en tout cas, où pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Moi, j'aurais envie de vous répondre. Est-ce que ça s'applique différemment à des compétences métiers? Il y a des personnes qui sont plus habiles dans des compétences métiers que d'autres aussi et qui évoluent plus facilement que d'autres aussi. Et justement, compétences métiers, je n'ai pas de souci. Je pense que la digitalisation est un outil comme un autre. On peut apprendre, tout à chacun vous dit, il y a différentes formes d'apprentissage. Quand on arrive sur la résolution de problèmes, quand on arrive sur la capacité à créer des solutions, faire preuve de créativité, mettre en lien des idées, on est quand même sur des capacités cognitives des personnes qui sont à un autre niveau. Et là, voilà, c'est une question... J'ai pas la réponse, je suis toujours en train de poser, mais c'est clair que la tendance à l'augmentation de la qualification moyenne va de pair aussi avec cette transformation des métiers. Là où je vous rejoins aussi, c'est que c'est vrai, le défi pour la formation, c'est-à-dire quand on travaille sur ces fameuses compétences-là, est-on aussi outillé que pour d'autres compétences pour les développer? Comment s'y prend-on? Et puis l'autre question, c'est finalement, ne va-t-on pas plutôt vers une société de la sélection plutôt que de la formation? On a des outils, effectivement, pour sélectionner les plus extravertis, vous disiez, ou d'autres, etc. Il existe une panoplie de techniques qui existent, mais n'est-ce pas la solution de facilité de sélectionner plutôt que de former avec tous les travers que ça peut avoir? Il y a un bémol à ça, c'est que sélectionner ne suffira pas pour combler les pénuries du marché du travail. Donc. On a des grands effets de mode avec le leader agile aujourd'hui, par exemple. Un bon exemple de la surmédiatisation de certains profils, finalement, de certaines attentes. Finalement, ça ne répond pas à la question de fond de tous nos collaborateurs. Je prendrais peut-être un exemple aussi, parce qu'il y a des effets de mode et puis il y a des effets de transformation des métiers. C'est pas récent, c'est du début des années 2000, mais le développement des ERP, des logiciels de gestion intégrés dans toute une série de domaines dans la gestion, et notamment dans la comptabilité, a conduit, on avait dit, les logiciels de gestion intégrés, c'est la mort de la comptabilité, il ne va pas rester beaucoup de comptables, ça reste toujours un métier en pénurie. Mais c'est un métier qui a beaucoup évolué et avec une montée en compétences. C'est plus remplir des feuilles de calcul, c'est plus de l'encodage où il y avait une partie d'encodage. Cette partie du travail, elle a disparu. Par contre, le travail d'analyse, et par rapport, c'est un métier qui n'a pas disparu, mais qui a fait appel à des compétences complémentaires et plus élevées. Les boulots, je vais dire, les moins qualifiés dans la comptabilité, ceux-là, oui, ont disparu. Les autres restent en pénurie. Oui. 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 La qualification, et je partage oui. de plus en plus primordiale. On a aussi une partie des collaborateurs qui, dans son développement, sera de toute façon limitée. C'est aussi l'égalité. Oui, mais si. Tout à fait. Oui, vous avez raison. On a longtemps dit que ce n'est pas à l'homme à s'adapter au travail, mais au travail à s'adapter à l'homme. Donc ça pose effectivement des questions plus
plus là. Ouais. Oui. Bon, le temps file, il est déjà 20 heures. Donc, ce que je vous propose, c'est de poursuivre la discussion autour d'une verrée qui vous attend ici à la sortie. Mais on reste disponible pour toute question ou discussion. Merci à vous. Et merci à Patricia.